Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À tous, bienvenue mesdames, messieurs, merci pour la fidélité. Dans quelques mois, en juillet plus exactement, la Commission électorale nationale autonome Sénat, à l'état originel, aura vécu. La nouvelle monture avec ses structures complémentaires prendra alors corps. Focalise particulièrement l'attention le CE, le Conseil électoral, fort de ses membres. Conseil électoral, un national de plus ou une innovation d'intérêt. Et quels peuvent-ils être? La question à poser à nos invités du jour. Et sur ce plateau, un politique et un analyste. Déjà en notre compagnie, Edmond Aïndé. Il est le vice-président chargé des relations au niveau du parti Moël Bénin. Une formation qui accompagne les actions du chef de l'État. Edmond Aïndé, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste, et merci pour l'invitation. En tout cas, c'est nous qui sommes honorés de par la disponibilité. En face de vous, comme je vais l'annoncer, un analyste qui n'est plus à présenter, Ange Banoui, l'homme dont l'ouvrage fait beaucoup parler de lui ces temps-ci. La démocratie n'est-elle pas temps de la repenser autrement pour l'Afrique et pour le Bénin en l'occurrence? En tout cas, à d'autres occasions, on reviendra là-dessus. Il est avec nous ce matin pour opiner autour de ce conseil électoral et ce que ces structures pourraient apporter de plus à la marche démocratique pour le Bénin. Ange Banoui, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour monsieur Aïndé et bonjour aux amis téléspectateurs. Merci à vous pour la disponibilité. Et oui, les Béninois feront avec à l'avenir, en tout cas à compter du mois de juillet prochain. Il faudra s'habituer avec la terminologie conseil électoral, pas en substitution, mais en complémentarité. De quoi s'agit-il? Que faudra-t-il retenir? Je vais me retourner d'abord vers l'analyste Ange Banoui. Ils sont nombreux, les Béninois, à se demander c'est encore quoi ça, conseil électoral? Si vous deviez répondre à cette interrogation, que diriez-vous, téléspectateurs? Je me dirais simplement qu'il ne faudrait pas que l'appellation conseil électoral l'emporte sur ce que nous savons déjà de l'arsenal qu'est la Commission électorale nationale autonome qui a la charge d'organiser les élections au Bénin. Le conseil électoral n'est qu'un des organes de cette Sénat, le second organe, sinon le principal, qui est secondé par le secrétaire général des élections. Et le conseil électoral n'est en quelque sorte qu'un organe, à mon entendement, je ne dirais pas qui assume la fêtière des structures qui organisent l'élection. Donc la Commission électorale nationale autonome existe en tant qu'institution et le secrétariat général n'est que l'un de ces organes, mais beaucoup plus avec, je ne dirais pas au regard de son ossature, est constitué beaucoup plus de personnalités représentatives de différentes composantes dans les partis politiques, le chef de l'État, les magistrats, et en quelque sorte, je dirais que, bon, pour ne pas trop faire fine bouche, ce serait en quelque sorte un organe dans une certaine posture politique au sein de la Sénat. Pour ne pas trop caricaturer. Mais il faudrait qu'on le reconnaisse, d'autant plus que ses membres, en dehors du magistrat, proviennent de la classe politique, qu'il s'agisse en tout cas des deux blocs, en tout cas des partis. Je ne dirais pas des partis, de la mouvance, de la majorité et de la minorité au Parlement, du représentant du chef, en tout cas de l'opposition à travers la désignation du chef de file de l'opposition et du représentant du chef de l'État. Et donc vous vous rendez compte que c'est un organe éminemment politique. Et maintenant, quitte à ce que peut-être à l'exercice de la fonction, que ces derniers, après avoir prêté serment, puissent véritablement, dans une certaine mesure, se départir de leur manteau de politique et autres pour pouvoir se mettre véritablement au service de la nation. Ce qui reste encore véritablement à analyser sous d'autres coutures. Alors on va y revenir, c'est intéressant à prendre. Oui, comment le politique accueille-t-il ce nouveau-né? Merci bien. Je crois que mon vis-à-vis a su bien le dire. Le conseil électoral, c'est le bras politique
c'est l'organe politique de la Sénat. Mais avant, il y avait tout un mélange. Il y avait qu'en même temps, au sein de la Sénat, l'organe était politique et en même temps exécutif. C'est-à-dire, il se donne, il prend des décisions qui sont obligés même d'exécuter. Mais là, avec ce qui se passe, le conseil électoral est comme un genre de conseil d'administration. C'est un organe politique qui prend les décisions. Nous allons organiser l'élection à telle date, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Ils sont le calendrier et le bras exécutif, qui est la direction générale des élections, exécute. Et en ce moment, le bras politique fait le suivi, le conseil électoral, et suit et recadre toutes les fois où besoin est. Et à la fin, reçoit le rapport de cette direction qui a exécuté une mission. Je crois que c'est très intéressant parce que ce qui a pu se passer tout le temps, et on a soupçonné la Sénat d'accointance politique parce que, estimant que cette Sénat, qui est en même temps à l'exécution, faisait du 2 poids 2 mesures. Les opposants l'ont dit tout le temps, qu'on n'a pas confiance en cette Sénat. Mais là maintenant, le conseil électoral, le bras politique qui existe, prendra des décisions politiques, mais les techniciens qui sont au niveau de la direction des élections pourront franchement travailler en toute transparence, entre griffes, pour que les fêtes soient belles. Ok, les détails comptent en débat. Ouais. Pourquoi les griffes? Oui, pourquoi les griffes? Parce que je ne peux pas dire. Parce que ce qui se passait avant, il y avait quelques accointances politiques. Mais ça soupçonnait fort. Beaucoup disaient, oh, la Sénat, franchement. Nous-mêmes, nous l'avons dit à Moël. Quand on n'était pas présent, on s'est dit non, ces gens-là, les biens, voilà, ils sont là, ils nous ont bloqués. Donc, si il n'y avait pas ça, on allait voir clair dans les choses pour après comprendre. Je tourne vers l'analyste. Peut-on dire adieu aux soupçons désormais? J'avoue qu'avec la nouvelle structuration, on est en train d'inviter de plein pied les politiques au cœur de l'organisation du jeu politique. Et on a toujours souhaité... Vous sortez le mot plein pied. Oui. Vous voulez dire que c'est un recul? Parce qu'on sait que le débat, à un moment donné, de l'histoire politique du Bénin était... C'est à vous de l'apprécier dans la mesure où... vous savez, on a toujours souhaité que les organes qui organisent les élections soient départis de toute connivence politique, que ce soit des organes purement techniques. Maintenant, si on en arrive aujourd'hui à avoir au sein de la Sénat un organe qui est constitué majoritairement de politiques et qui forcément vont répondre de leur obédience politique dans une certaine mesure avec leur regard sur l'organisation en portant leur regard sur l'organisation des élections, cela amène à se raviser de ce que nous risquons. Nous sommes en train d'inviter les politiques au cœur de l'organisation des élections, même si la direction générale des élections est un organe purement technique. N'oubliez pas que le président de la Sénat est choisi au sein du conseil électoral. Donc, cela voudra donc dire que ce sont ces derniers-là qui auront le grand regard sur l'organisation des élections. N'en déplaise aux techniques qui vont certainement faire leur travail de façon technique. Et cela m'amène même à faire une similitude entre aujourd'hui le Centre national de traitement et le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, qui... on a remarqué que pour la mise en place du fichier électoral, il y a un organe technique qui est le CNT et un organe politique qui prend des décisions politiques qui vont dans l'orientation à prendre pour pouvoir peaufiner cette liste. Mais il s'est toujours fait que toutes les fois où il y a eu de problèmes au sein du COS, c'est toujours lié aux questions aux acteurs politiques. Cela voudra donc dire que si normalement on avait anticipé en faisant une bonne lecture par parallélisme de forme, lorsqu'on aura voulu peut-être mettre en place cette Sénat-là rénovée de cette manière, on aurait certainement beaucoup plus cherché à départir les politiques de la fêtière. Parce que c'est vrai qu'on se dit que lorsque les politiques ne sont pas invités autour d'un débat qui les concerne, c'est souvent par eux qu'on commence par tirer les bouts pour pouvoir relever les insuffisances, les mécontentements et les failles. Mais dans une certaine mesure, lorsque les politiques aussi prennent prépondérance sur le volet décisionnel, il n'est pas à craindre. Sinon, du moins, ce qu'il est à craindre, surtout que ces derniers-là fassent beaucoup plus de la politique sur les questions qui sont beaucoup plus essentiellement techniques. C'est une crainte partagée? Non, moi je ne crains pas. Parce que, quel que soit ce qu'on va faire, c'est les politiques qui doivent conduire la vie politique du pays. Et c'est sur des questions techniques qu'il faut aller recruter de la compétence pour faire le travail. C'est pas pour rien que dans la
dans la désignation des membres politiques de la structure, tout ce qu'il y a comme courant sont représentés. Et vous avez un magistrat qui est là, qui observe. Et la minorité est là, la majorité est là, et l'opposition. Parce qu'il est souvent arrivé que la minorité ne soit pas toujours de l'opposition, c'est ce que nous vivons là. Donc le chef de file de l'opposition désigne aussi un représentant. Ça veut dire que l'équilibre est là. C'est pour ça que souvent les décisions de ces instances partout au monde, c'est les politiques qui animent ces organes-là. Les décisions souvent sont assez houleuses. Vous allez remarquer que c'est souvent difficile de se départager s'il devrait y avoir de doutes de soupçons d'accointance. Mais avec ce que nous avons, dès que le Conseil électoral prend les décisions et lance le processus, c'est le bras opérationnel qui conduit le processus de bout en bout, les techniciens. Donc du coup, je pense que maintenant, il n'y a pas de problème. On peut pas avant. On peut pas craindre une certaine influence du politique, non, l'influence, le bras opérationnel, comme il dit, sachant que le président de la Sénat vient finalement de ce conseil qui est fortement politisé. Oui, mais le président de la Sénat n'est pas président de la direction des élections qui conduit le processus. C'est sûr. Et mais sa voix. Oui, dans la loi, sa voix compte comme la voix des autres aussi compte. Parce qu'il faut délibérer si on ne s'entend pas. Et là, il faut voter. Et là, ça va se départager très rapidement. Vous croyez ? Bien sûr. Le magistrat doit travailler en toute indépendance, donc il fera l'équilibre. Apprécions un peu la composition. Le Conseil électoral est composé de 5 membres. Nous avons la minorité et la majorité qui proviennent de l'Assemblée. La configuration actuelle de l'Assemblée, qu'on veut ou non, on a la minorité qui accompagne le chef de l'État dans ses actions et la majorité qui accompagne le chef de l'État. Bon, donc à qui a la côte du chef de l'État ? Le chef de l'État est appelé à désigner un représentant. Ça fait 3 représentants, on peut dire, pour le chef de l'État. On a le chef de file de l'opposition qui désigne un, et les magistrats réunis désignent 2. On voit la balance un peu du côté du chef de l'État. Le magistrat, c'est 1, je crois. 1 plutôt, oui. Et l'opposition 1, ça fait les 5. Voilà, on voit la balance du côté du chef de l'État. Avec cette configuration-là, voyez-vous vraiment l'opposition avoir pignon sur rue, une voix équilibrée, une balance qui tient et qui peut permettre de faire avancer les débats? Oui, en principe, le législateur, quand on est en train de produire des lois, on ne tient pas compte de ces spécificités. Parce que c'est ça que j'ai dit. Si à l'Assemblée nationale, la minorité était de l'opposition et que le chef de file de l'opposition désignait et qui est le magistrat, le chef d'État désignant et sa majorité désignant, ça ferait 2-2 et le magistrat devrait normalement départager. Mais nous sommes devant un cas de figure où c'est la conscience de nos compatriotes qui siégeront, qui vont faire la décision. Et puisque nous avons un bras technique qui soutient le processus, il y aura moins de difficultés, moins de soupçons. Ok, oui, Ange Banoui, je vous pose la même question par rapport à la configuration actuelle. Est-ce qu'on est là sur un terrain de tout ce qui est étude? Je voudrais d'abord faire relever que suivant l'article 19 du Code électoral qui institue le Conseil électoral en tant qu'organe de la Sénat, le Conseil électoral a pour mission de veiller à la bonne organisation de l'élection, comme c'est dit, adopte le règlement intérieur, approuve le programme d'activité de la Direction générale des élections, approuve les projets de budget élaborés par la Direction générale des élections, approuve les rapports d'activité du directeur général, organise des concertations avec toutes les parties prenantes au processus, informe l'opinion du chronogramme, etc. Vous vous rendez compte que le Conseil électoral est la fêtière, en quelque sorte. Donc, on ne pourrait, en quelque sorte, la direction générale des élections n'est en quelque sorte qu'un exécutant. Et souffrez que... Vous le voyez en figurant ? Dans une certaine mesure, c'est vrai que au regard des tests, le recrutement du personnel, du directeur, est un recrutement sur la base de compétences. C'est un recrutement sur appel à candidature et suivant des critères donnés. Mais dites-vous que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes là en face d'une situation où ce sont les politiques qui prennent les rênes de l'organisation des élections. Et là... il y a même une situation, celle de 2019, qui nous a fait, qui a ramené un peu déjà sur le tapis la question en griffe du jeu politique au sein de la Sénat.
une institution qu'on a voulu purement technique. Donc, je pense que sur cet aspect, il faut véritablement qu'on essaie de faire un feedback pour se rendre compte. Lorsque les gens commençaient pas à parler de fautes mineures, et qu'à un moment donné, on s'est dit non, qu'il y a un jeu politique. Et voici que cette fois-ci, à cet instant, on n'avait pas une ossature qui permettait dans une certaine mesure de se dire que voilà, typiquement, c'est une Sénat constituée. C'est vrai que à la base, la Sénat était également... Mais là, à la base, la Sénat qui était en place, les membres ont été choisis par le Parlement. Et il y avait 2 de la majorité, 2 de la minorité et un magistrat. Donc cette fois-ci, nous nous voyons dans une autre configuration. Et cette posture risque de faire croire à bon nombre de personnes que la Sénat est de plus en plus, je ne dirais pas une institution, peut-être qu'à l'exercice, que ces derniers nous prouvent le contraire. Ou bien, comme on le dit, qu'après avoir prêté serment, qu'ils essaient tout au moins de faire valoir leur probité et pour pouvoir permettre à l'opinion de se départir de ce que véritablement ils sont envoyés par des en griffe des chapelles politiques et dont ils assurent en quelque sorte la continuité. Ange Banoui, je reste toujours à votre niveau pour revenir sur la question de la technicité recherchée au niveau de la Sénat. Dans les faits, est-ce que c'est un objectif que l'on peut facilement atteindre? Et dans le cas spécifique, à quoi pourrait-on s'attendre? Dites-vous que au regard, lorsqu'on fait un feedback sur le statut actuel, parce que nous ne sommes pas encore, la nouvelle Sénat n'est pas encore installée, la technicité n'a jamais fait défaut. Suivant la configuration de la Sénat que nous avons actuellement, même elle est devenue une instance, une institution qui est devenue une référence dans la sous-région et dont plus d'institutions sœurs de la sous-région viennent véritablement prendre des conseils et consulter pour voir comment est-ce qu'elle fonctionne. Et là-dessus, je ne pense pas que le problème qui se pose à la Sénat est un problème technique, mais beaucoup plus un problème politique. Le problème qui se pose, qui fait que très souvent le tapis, le sujet revient sur les tapis, sur le tapis, c'est beaucoup plus de savoir s'il y a des accointances politiques au sein de la Sénat. C'est là le véritable problème. C'est là le véritable. Sinon, sur le plan technique, une fois que le gouvernement n'est pas fait fine bouche, ou les partenaires n'ont pas fait fine bouche de donner les moyens, je pense que sur le plan technique, ça c'est comme si sur des roulettes. On n'a pas eu une Sénat qui nous a dit pour que le matériel commandé n'est pas venu, tout ça là. Même pour ces dernières élections, avec tout ce que nous avons connu comme tension, on n'a pas... Le matériel a été acheminé, vaille que vaille. C'est dit quoi? Que de façon technique, la Sénat n'est pas trop indexée. Mais c'est surtout sur les connivences politiques que les regards sont beaucoup plus portés sur la Sénat. Et c'est sur cet aspect-là qu'il faudrait que les prochains membres de cette institution essaient véritablement d'assurer l'opinion. Véritablement. Oui, le politique que vous êtes, avec cette configuration, et les législatives qui pointent déjà à l'horizon, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un mais tout préparé avec un objectif bien précis? Oui, pour les législatives, je crois que l'objectif est vraiment bien précis. C'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de soupçons d'accointance politique. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Parce que quand vous déposez les dossiers à la Sénat politique, ils sont tous là. Et on finit d'étudier les dossiers, on rejette les dossiers des partis. Nous sommes fondés, les partis dont les dossiers sont rejetés, sont fondés à dire qu'ils ont fait du 2 poids 2 mesures. Mais avec ce que nous avons actuellement, les dossiers vont être déposés au bras technique. Et c'est le bras technique qui regarde les dossiers. Si le bras technique, en toute indépendance, regarde vos dossiers et vous dit ce n'est pas bon, vous comprenez que ce n'est pas bon, vous n'avez pas à douter. Parce qu'à ce moment précis du processus, les bras politiques ne sont pas là. Parce que le Conseil électoral a déjà approuvé le calendrier, a déjà mis le budget à disposition de la direction générale des élections. Donc, les politiques que nous sommes, nous partons sous les mêmes pieds d'égalité devant cette direction générale des élections. Donc, techniquement, franchement, de façon très opérationnelle, c'est plus aisé et ça fait en sorte qu'on n'aura pas trop de soupçons. Et vous allez voir dans l'exécution des prochaines élections, surtout pour les législatives à venir, que tout le monde serait à l'aise parce qu'on ne va pas soupçonner quelqu'un. Vous pensez? Oui, on ne va pas soupçonner. L'opérationnalisation de cette réforme, peut-on dire,
s'opère à un moment où il y a une certaine classe politique qui, visiblement, semble en difficulté. Il y a des opposants qui ont tout le temps donné de la voix, pour ne pas nommer ceux-là, qui ont voulu prendre part au scrutin et qui n'ont pas pu, qui actuellement sont préoccupés par tout autre type de sujet que vous connaissez. Et lorsque la machine est mise en branle de cette façon, est-ce que demain, on se reverra pas rattraper encore par des propos comme exclusion? Oui. Est-ce qu'il ne faut pas craindre finalement? Non, c'est ça c'est ça que ça veut faire éviter alors maintenant. Vous savez, cette réforme ne date pas de maintenant. Hein. Vous savez, depuis Souboni Yahi, on avait parlé d'organes permanents. Tout à fait. De la Sénat, organe permanent. Et le bras politique va exister. C'est ça que nous appelons aujourd'hui Conseil électoral. Parce qu'ils se sont rendus compte eux-mêmes déjà que la Sénat s'occupe de tout. D'où l'intérêt de ma question, monsieur. Oui, c'est ça que je vous dis. Le départagement, la phase opérationnelle se fasse maintenant, à un moment où il y a, on peut dire, certains de vos partenaires ont maille à partie avec la justice, sont préoccupés par autre chose. Ils n'ont certainement pas encore le temps de penser à 2023. Vous y êtes déjà, et la machine... Oui, 2023, c'est déjà là. Et ceux qui sont en face, même les opposants, doivent être très contents de ce qui se met en place là maintenant. Parce que... Ils ne se sont pas rendus disponibles, parce que très occupés. On espère les avoir dans les tout prochains jours. Ils vont vous dire. Sur la question, vous n'allez pas les entendre. Ah bon? Parce que c'est ce qu'on a tous voulu tout le temps, les politiques. On a voulu qu'on sépare les deux instances. Oui, des élections inclusives, la réforme du système partisan, vos partenaires l'ont voulu aussi. Mais à l'arrivée, il y a eu beaucoup de mécontents. Non, élection inclusive, j'ai dit sur la question, on peut mener le débat 365 jours sur 365 jours. Nous sommes d'accord que les choses se passaient très mal sur le terrain politique dans nos pays. On dit le soubassement de ce que nous avons eu comme réforme des partis d'envergure nationale. On connaît les partis. Okay. Les gens n'arrivent pas à fournir les dossiers. Donc si les dossiers ont été rejetés, c'est ça. Maintenant, chacun se prépare. Et les dossiers, vous allez voir. Cette fois-ci, ça passe. Oui, il y a un petit point que j'aimerais rappeler par la suite aux explications de M. Aïné. C'est qu'en ce qui concerne la attribution et la composition de la Sénat, c'est toujours le Conseil électoral qui informe l'opinion du chronogramme et exprime examine les dossiers de candidature, valide et publie les candidatures, adresse toute communication nécessaire aux candidats et aux partis. Donc, ce que nous sommes en train de dire là, c'est que le Conseil électoral est de plein pied dans le rôle qu'assume l'institution, et la direction générale des élections n'est qu'un bras technique. Vous voulez dire que l'influence politique elle est permanente? L'influence politique ne serait véritablement éludée que lorsque peut-être les différentes personnes qui seront désignées pour pouvoir prendre les rênes de cette institution, après avoir prêté serment, vont faire preuve de leur devoir d'ingratitude à l'endroit de ceux qui les ont désignés pour siéger à l'institution. La seule chose qui m'emmène, moi, peut-être à dire qu'il y a une forte tendance à une politisation, c'est que, d'autant plus qu'on se dit que c'est le Conseil qui supervise, en tout cas, tout, dans une certaine mesure, et que chacune des composantes politique s'y retrouve, c'est que chacun va se surveiller. Peut-être cet aspect-là. Mais on n'est pas sorti de l'auberge dans la mesure où nous risquons d'avoir une Sénat fortement politisée. Parce que les politiques, même si peut-être, ce n'est pas parce que peut-être que vous êtes resté à la délibération et peut-être que chacun ne porte qu'une voix. Et lorsqu'on regarde même l'ossature aujourd'hui de la configuration de cette prochaine Sénat, je dirais que c'est un cas conjoncturel. Mais dites-vous que dans un contexte, on a voulu que la présidence de la République ait une institution déjà forte au regard de la Constitution, qui se retrouve à avoir un représentant au sein de la Sénat, et les partis politiques, minorité, majorité, opposition, qui s'y retrouvent, vous vous rendez compte qu'en réalité, on aura affaire à une Sénat qui sera hautement sous tension politique. Et il faudrait craindre véritablement que les hommes qui vont y siéger il faudrait souhaiter que ces derniers-là fassent preuve d'un sens du devoir, d'un patriotisme au-delà des différentes chapelles qu'ils les ont envoyées. On reviendra sur la question des éthiques, on vous a suivi. La question que j'ai posée à votre vis-à-vis, je vous la repose. La mise en branle de ce processus, en tout cas, la forme opérationnelle, se déroule à un moment plutôt crucial où il y a une certaine partie de la classe politique, à maille partie avec la justice, est vraiment concentrée là-dessus. Il y en a qui ont pris la poudre d'escampette
Est-ce que le processus qui se fait aujourd'hui sera vraiment sain? Et vous vous rendez compte déjà qu'au sein même de l'opposition, celui qui a été désigné comme chef de file de l'opposition, peut-être que si la tâche était assez facile, ou bien que il lui avait été que le contexte favorisait les choses, que peut-être qu'on aurait déjà connu le représentant de l'opposition au sein de cette Sénat. Et dites-vous que lorsqu'on reçoit les différents sons de cloche de l'opposition que nous avons au Bénin, ce n'est pas encore, je ne dirais pas unanimité, non seulement sur le choix, et mieux encore lorsque la personne ou bien la personnalité qui sera désignée pour siéger sera connue de tous. Donc, franchement, dans une certaine mesure, on se rend compte que le contexte actuel ne permet pas, dans une certaine mesure, à une opposition telle qu'on est en train d'avoir véritablement grand-chose à dire au sein de la Sénat. La seule chose qu'elle pourrait faire, peut-être, c'est, si elle envoie quelqu'un, il faudrait aussi que cette personne-là fasse preuve d'une certaine probité pour se réclamer véritablement de l'opposition, parce que tout est possible, dans la mesure où vous avez en face de vous des politiques, et que le jeu sera, dans une certaine mesure, aussi politique. Il faudrait que ce dernier-là puisse être redevable vis-à-vis de ceux qui l'ont envoyé. Et là, vous vous rendez compte déjà qu'on est en train de jouer déjà le jeu politique au cœur de la Sénat, qui est la structure qui doit normalement organiser les élections. Alors que normalement, on a souhaité qu'au cœur de la Sénat, qu'il ne soit question que de techniciens. Et moi, je aurais même été ravi si le bras... parce que c'est aussi le débat qui s'est posé en temps lorsqu'on a voulu sortir le ministère de l'Intérieur de l'organisation des élections, et avec la charte des partis politiques qui a conféré également au ministère de l'Intérieur la reconnaissance des partis, etc. Vous avez vu ce que ça a créé dans une certaine mesure. Donc, une fois que nous nous retrouvons avec le gouvernement, acteurs politiques au cœur de l'organisation des élections, il y a un véritable problème qui se pose, un problème de connivence et de rapport de force. Ça, c'est un fait. Ok, la question, oui, je la repose autrement alors. Par rapport à l'opposition, l'opposition aujourd'hui actuellement, c'est une configuration assez ambiguë, parce qu'il y a une grande proportion qui se retrouve aujourd'hui face à la justice, qui est en difficulté suite aux dernières élections. Et je ne pense pas que cette dernière puisse se retrouver, quels qu'en soient les choix et je ne dirais pas les figures, les statuts qui seraient donnés dans cette Sénat. Déjà même, lorsque je fais toujours le parallélisme avec le COSLEPI, lorsque avec la configuration du Parlement, on a désigné des membres au COSLEPI, l'opposition ne s'est pas retrouvée dedans. Ne s'y est pas retrouvée jusqu'à ce que nous soyons allés aux élections. Maintenant, cette fois-ci, avec cette Sénat, où une certaine frange de l'opposition se retrouve en difficulté, je ne vous attendais pas à ce que cette opposition vienne se reconnaître dans cette Sénat. Alors, est-ce qu'on ne voit pas là, ou est-ce que ce n'est pas possible de voir en 2023 sans cette opposition qu'on connaît traditionnellement? Non, elle sera là si elle y travaille. Elle a aux élections, c'est le travail. Parce qu'il faut y travailler. Nous, déjà, dans notre parti, nous avons commencé déjà en 2021. Monsieur Aïndé, là, c'est les dossiers. Monsieur Aïndé, et ce n'est pas facile de les avoir. Monsieur Aïndé, l'expression, si elle y travaille, l'expression, c'est les dossiers. Oui. C'était entendu lorsqu'on a parlé de récépissé, lorsqu'on a parlé de parrainage. Et ça n'a pas marché. Ils sont si attardés. Non, vous ne savez pas, ils voulaient remettre le processus en cause. Et ils ont eu en face un président téméraire qui a dit on avance. Non, c'est ce qu'ils voulaient en fait dans le fond. C'est ce qu'ils voulaient dans le fond, mais ça n'a pas marché. Bref, le moment de la mise en œuvre de cette nouvelle configuration de la Sénat ne dépend pas de quelqu'un, parce que les autres ont un mandat qui tire à sa fin là. Et pour ça, il faut en même temps mettre en place la nouvelle institution et les réformes. Sur le plan politique, toutes ces réformes-là ont été menées devant nous tous ici. Et on sait déjà depuis fort longtemps que la Sénat qu'on aura sera un Sénat rénové, et où on aura le bras politique et le bras exécutif. A promis aborder le sujet sans langue de bois. Dites, tout n'était pas planifié pour qu'au finish, on retrouve encore cette classe de l'opposition hors jeu. Non, même pas. L'opposition est là. L'opposition est là. Ils sont là en train de désigner Paul Humpert, chef de file de l'opposition, finira par désigner un représentant. Et c'est ça, j'ai dit plusieurs fois, quand je rencontre mes amis de l'opposition, je leur ai dit, unissez-vous. Unissez-vous. Parce que quand vous êtes dans l'opposition, vous êtes le parent pauvre politique. C'est en fait ça. Vous n'avez pas plus de moyens que les autres qui sont dans la mouvance. Et la seule chose qui pourra vous conforter, c'est la cohésion et l'unité d'action. Mais il ne peut pas être dispersé comme ça. Je suis sûr, s'ils vont
parler tout de suite, ils ne vont pas se reconnaître autour de Paul Humbert. Ils vont commencer par dire des choses bizarres. Et c'est sûr, on les connaît. Alors là, c'est un pignon qu'ils ont. Ils n'ont qu'à se mettre autour de lui et désigner le représentant et avancer. À la place, vous le feriez? Bien sûr. Moi, je le ferai parce que c'est un combat. Hein, et il faut t'organiser pour aller gagner. Monsieur l'analyste, le chef de l'État n'a-t-il pas une fois encore une longueur d'avance sur ses adversaires politiques avec ces structures qui petitement se mettent en place? Vous savez, vous avez parlé de 2023 et vous ne serez pas surpris lorsque moi je vous parle peut-être déjà de 2026 parce que avec la présidentielle, avec la dernière Sénat qui avait une mandature de 7 ans, un président de la Sénat pouvait peut-être se dire bon, j'ai peut-être la chance de travailler avec un seul chef de l'État. Et quitte à ce que, en fonction peut-être de l'installation, de la période d'installation de cette Sénat, d'avoir encore affaire avec un autre chef de l'État ou bien avec un autre gouvernement en quelque sorte. Si, par exemple, il y avait alternance. Mais cette fois-ci, une Sénat de 5 ans, dans une posture où, en 2021, c'est-à-dire quoi, au lendemain d'une présidentielle, une Sénat, c'est que c'est sous cette Sénat qui va conduire également à la présidentielle de 2026. Tout à fait. Si je ne m'abuse. C'est exact. À moins que nous allions encore, même si nous allions également à la question, à l'instance des élections générales, comme tout le monde est en train de le souhaiter pour 2026, c'est qu'une Sénat ne sera amenée qu'à organiser à la limite une élection générale. Sinon, en l'intervalle de 5 ans, à moins que cette dernière-là soit installée dans une période assez proche que l'élection du chef de l'État pour pouvoir faire 2 élections. Et je ne pense pas que dans ce chemin actuel, nous puissions en arriver là. Oui, c'est 2 élections cette fois-ci. Donc, législative et présidentielle. Oui, donc quand il dit 2 élections, je parle de présidentielle. Okay. Voilà. Donc, c'est dit quoi? C'est dit que non seulement 2023, mais également 2026 sera sous la coupole de cette Sénat qui sera mise en place. Et donc, dites-vous que, et à voir également la configuration politique, il y a beaucoup d'éléments qui sautent à l'œil pour se dire que est-ce que quelque part, parce que le jeu politique c'est aussi un rapport de force, est-ce que quelque part certains ne sont pas en train de prendre de l'allant par rapport à d'autres parce que une fois que vous avez dans une certaine mesure une proportion de personnes qui répondent de votre gouvernement ou bien de votre partenaire politique, vous avez forcément une longueur d'avance par rapport aux autres. Vous avez préféré répondre à mot couvert. Oui, à M. Ainé. Il s'agit du Bénin. Et du Bénin, on a besoin de tous les fils pour pouvoir relever le défi. Dans un environnement des plus délétères, cette marche qui est en cours, est-ce qu'elle doit se poursuivre de la sorte où il faut redimensionner les choses? Redimensionner, ça voudra dire quoi? Il n'y a rien à redimensionner. Il y a une structure qui doit être mise en place, qui est en train de voir jour là. Vous avez parlé facteur conscience des uns des autres. Il faut espérer que les gens jouent véritablement. Oui, au-delà même de ce facteur confiance, il n'y a que nous sommes sur un terrain politique. Et le jeu politique, la configuration change tout le temps au regard de l'intérêt des uns et des autres. Ceux qui sont opposants aujourd'hui, que vous voyez, dont vous vous apitoyez sur le sort là, demain, vous pouvez être surpris de voir ces gens-là dans une mouvance en train de travailler ensemble. Donc du coup, même la configuration qu'il y a au niveau du conseil électoral, ça peut basculer à tout moment. Les gens déjà désignés, même pas le chef de l'État, peuvent faire défection parce qu'ils ont un mandat. Ils ont un mandat de 5 ans. Oui, les gens peuvent faire défection. Parce que ça dépend de ce que la personne voit. Ceux qui ont accompagné le chef de l'État, nous parlons là de Patrice Talon. Tout à fait. Depuis son quinquennat, s'il y a un qui a pu faire défection, démissionner, il n'y a qu'un seul nom, un visage, sérieusement, qui a pu lui tourner dos. Vous voyez les gens lui tourner dos maintenant? Nous sommes sur un terrain politique. Sérieusement. Surtout que c'est le dernier mandat du chef de l'État. Beaucoup de choses vont se passer au village. Oui, au début, le chef d'État a dit un mandat et pas la suite. Oui, il a dit un mandat parce que il avait cru qu'il allait atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Mais l'état des lieux lui a montré qu'en réalité, ça n'a pas permis. Et il y a un coup d'insatisfaction et il est revenu pour faire ça. Qu'est-ce qui vous dit que pas la suite? Mais le président, on a réglé ce problème. Hein. Le président de la République a mis dans la Constitution 2 mandats dans sa vie. La Constitution peut changer n'importe comment.
C'est que 2 mandats. Dans sa vie. De sa vie. Vous avez appris que le citoyen demande à ce qu'on revoie... Non, celui-là, j'ai écrit à quelqu'un tout à l'heure. On devait le récupérer rapidement et le faire. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous n'êtes pas en retard? Ça n'a pas de sens. Pourquoi dites-vous que ça n'a pas de sens? Non, ça n'a pas de sens. Un président qui est élu pour un mandat de 5 ans et qui va prêter serment là tout à l'heure. Toi, tu demandes à ce que ce mandat de 5 ans déjà... Nous sommes allés à une élection sur une donne. Et toi, tu te lèves, tu écris, tu fais une demande bizarre pour dire de prolonger ce mandat à 7 ans. Si même l'intéressé disait qu'il serait préférable que les mandats au Bénin passent à 7 ans, donc on envisagerait ça peut-être pour l'avenir. Nous avons fait beaucoup de choses déjà. Le couplage des élections, ce qui nous a conduit maintenant à avoir des élections groupées, tout ça, les mandats sont déjà calés, tout est réglé. Et c'est fort de ça que les lois ont été ce que ça a été là. Et qu'on a déjà écouté le mandat des députés qui vont venir prochainement. Donc du coup, il y a tout un désordre que ça demande là va causer. Ça c'est un tsunami, ça n'a pas de sens. On va revenir là-dessus. Je ne voudrais pas ouvrir cette fenêtre, mais votre réaction m'a obligé. Mais monsieur Ange Banoui, l'homme qui a introduit, après, on l'a vu photographier avec le président de l'Assemblée, les choses vont apparemment vite au sujet de sa demande là. Est-ce que monsieur Haïndé n'est pas un peu en retard? Vous savez qu'en politique, il y a ce qu'on appelle la stratégie. Et la politique, c'est un rôle de la stratégie. Et ça, c'est un ballon d'essai. Et déjà dans l'opinion, étant donné que c'est un ballon d'essai, c'est envoyé dans l'opinion, chacun opine là-dessus, jusqu'à peut-être ce que les gens ne soient saoulés ou bien ce que les gens n'oublient, n'aient plus le fil sur ça et que ça revienne un jour sous une autre forme ou bien sous cette forme-là sur le tapis. Et vous serez surpris peut-être d'être en train de peut-être rejeter ça du revers de la main aujourd'hui et de l'applaudir peut-être demain des deux bras, pourquoi pas des 2 mains, dans la mesure où en politique, tout bien est possible. Et ne vous dites pas que ce dernier-là qui a écrit, c'est un nom connu au chapitre. Et donc, laissez simplement, avec le temps, vous aviser de ce que peut-être que certains vont prendre peut-être la posture que vous avez en reconnaissant peut-être que le contexte politique ne s'y prête pas pour peut-être installer le débat, comme vous êtes en train de le dire à l'instant. Et peut-être qu'à la longue, que vous soyez d'avis avec lui que maintenant on peut y aller. Donc, c'est dit que sur ce plan-là, c'est véritablement une question, un couteau à double tranchant. Parce que s'il faut élire un président sur la base d'un mandat, d'une constitution donnée, et qu'on proroge le mandat ou bien qu'on révise la constitution peut être révisée à tout moment. D'autant plus que nous avons une constitution de configuration du Parlement aujourd'hui qui est favorable à toute révision. Donc, ne vous soyez pas surpris que cela puisse advenir, à moins que, comme je le dis toujours, que les hommes politiques que nous avions fassent véritablement preuve d'une certaine probité et d'une certaine éthique pour se mettre au-dessus de la mêlée, pour nous faire voir le contraire de ce que tout le monde pense déjà d'eux. Probité, éthique, est-ce des mots qui ont toujours leur sens dans le contexte béninois parlant politique? Même politique, je dirais que ce sont des mots qui ne valent que pour ceux pour qui ça compte, surtout dans un pays où on n'éprouve pas la valeur des hommes politiques en fonction de ce qu'ils ont réalisé pour la postérité, mais peut-être de leur avoir. De leur prestance, de leur prestige. On a soif d'avoir peut-être des hommes politiques qui auraient marqué l'histoire de leur pays pour la postérité. Dans 100 ans, dans 1000 ans, on va dire voilà, celui-ci, il a tracé les rails du Bénin. Mais aujourd'hui, on a de la peine, on regarde peut-être même avec des loupes, mais on a de la peine à trouver des personnalités de ce charisme-là, au-delà de tout ce qui se fait. Et cela m'amène à dire peut-être que, bon, c'est peut-être un point de départ pour une certaine classe politique qui est en train de prendre de l'allant aujourd'hui sur le terrain politique, qui voudra certainement ne pas faire figuration en politique, mais voudra véritablement marquer d'un véritable cachet son passage politique. Parce que ce que nous disons aujourd'hui, à des moments donnés, on est un peu offusqué de le dire, parce que aujourd'hui, après plus de 30 ans de mise en place du renouveau démocratique au Bénin, il y a des chemins sur lesquels on ne devait plus revenir. Il y a des choses qui semblaient être déjà des acquis sur lesquels on ne devait même plus songer, on ne devait même plus réfléchir pour dire est-ce que cela pourrait arriver un jour au Bénin. Mais comme on le dit, nous sommes dans un véritable tournant et il faudrait que les hommes politiques nous fassent preuve de ce qu'ils ont qu'ils sont des gens en qui l'avenir peut compter, parce que ce sont eux qui vont tracer les rails de l'avenir. Maintenant, s'ils ne le font pas et qu'on est dans un éternel recommencement, c'est qu'on risque également de piétiner.
Des noms, on les connaît déjà, ça tombe progressivement, minorité, majorité, pouvant siéger au niveau du conseil électoral. Monsieur Haïlé, qui voudrait bien compter sur ces hommes, le voyez-vous mettre en exergue et on va le sens de la probité pour la République? Je crois que le Bénin est en train de faire une marche très sérieuse. Moi, je ne souhaite pas qu'on banalise ce qui se passe dans notre pays parce que nous devons le regarder avec beaucoup de retenue et prier pour que les choses avancent normalement. Parce que quoi, quand on parle avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu sur ces 3 dernières années, et tout ce qu'on a mis en place comme loi, tout ce qu'on a décidé que quelqu'un saute de nulle part pour parler de 7 ans, et que nous permettons encore de dire, de supposer que des choses comme ça puissent arriver. Oui, non, ça ne peut pas venir. Nous sommes sérieux là maintenant dans le pays. Les lois, ce que nous sommes en train de mettre en place... Avant les Béninois, ils n'étaient pas sérieux dans le pays? Non, on sait bien tout ce qui s'est passé tout le temps. On sait. Toutes les réformes qu'on a eues dans ce pays-là. Réformes si le repère. Non, mais sur le terrain politique, c'est Monsieur Haïlé, vous représentez une certaine génération désormais d'hommes politiques. Si on doit prendre le repère, le Bénin, avec ses politiques, a pensé pas être sérieux quand? Vous savez que la classe politique a toujours évolué sous la base d'intérêts. Le pays a été géré de façon vraiment bizarre, où les gens n'ont pensé qu'à eux. Nous sommes là dans des réformes assez pertinentes pour recadrer chacun. Pour vous, le repère, ça peut être quand? Quelle date? Non, ça a démarré. Moi, je suis content de pouvoir participer. Depuis l'avènement de la rupture, depuis que le chef d'État est arrivé, il a dit clairement, je réformerai ce pays dans tous les compartiments du thème. Et là-dessus, nous devons observer qu'avec courage, il est en train d'avancer sur un certain nombre de choses. Quand les situations se présentent, moi, j'ai toujours pris sur moi d'aller regarder les tests, de les croiser, d'interroger beaucoup les gens. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi vous êtes en train de faire ci ou de faire ça? Et quand je me fais mon opinion, j'estime qu'on n'a jamais eu ce qu'on est en train d'avoir là maintenant. C'est parce que c'est difficile pour nos compatriotes qui ont cru un temps qu'au détour des législatives là, ils pouvaient faire leur pagaille là et ne pas s'aligner sur ce qu'on a dit de faire. C'était tout. Et ça a mené cette spirale de violence indue. On va revenir sur le débat. Je vais vous poser une question et on va conclure là-dessus. Vous répondez comme vous voulez. Oui. Alors, le Conseil électoral, un bâton aux mains de Patrice Talon pour pouvoir taper tout ce qui l'embête et se faire son chemin, ou un bâton aux mains de la République? Comme partout ailleurs, c'est un bâton aux mains de la République. Et les politiques, vous les connaissez. Un chef d'État, il a beau être sain, mais il fera de la politique. Donc, du coup, il revient à l'institution qui est à la charge de conduire ce processus-là, de faire preuve de responsabilité. C'est pas pour rien qu'on demande à nos compatriotes de prêter serment. Et quand tu prêtes serment, votre conclusion, là, c'est toi-même. Donc, je conclus en disant que nous avons une Sénat, une monture qui rassure les politiques que nous sommes, pour qu'à l'avenir, on ne soupçonne plus le bras politique, parce que c'est le bras technique qui va gérer les élections. Merci à vous, monsieur Edmond Haïlé. Et vous, monsieur Ange Banoui, l'analyste? Si j'ai juste un mot à dire, c'est le devoir d'ingratitude dont doivent faire preuve les membres du Conseil électoral. C'est tout. Sans quoi, ils auraient beau été des personnalités au cœur de la République, ils ne resteront peut-être que l'homme de leur propre nom. Dites, monsieur Ange Banoui, en addition, devoir d'ingratitude de ces hommes, vous y croyez? Bon, je voudrais peut-être qu'il me prouve le contraire, et en faisant véritablement preuve de cela, pour qu'on puisse se rendre compte qu'il y a des gens qui pourront faire encore et qui font preuve d'une certaine probité au sein de la République. Merci d'avoir été des nôtres, monsieur Ange Banoui. Merci également à vous, monsieur Edmond Haïlé. Chers téléspectateurs, nos gratitudes renouvelées. Je vous compagnie sur cette citation de Winston Churchill. On vit de ce que l'on obtient, mais on construit sa vie sur ce que l'on donne. Merci d'être un autre et ne manquez pas d'être généreux. Ça paie toujours à ce qu'il paraît. À très bientôt.